Alors, merci à tous d'être présents, que ce soit les publics ou les intervenants. Merci de vous être déplacés pour cette table ronde. Donc, cette table ronde traite aujourd'hui du monde du conseil, parce que chaque année, on est de plus en plus nombreux, comme en étudiants d'AgroParisTech, à se diriger vers des métiers du conseil, que ce soit en interne dans des entreprises ou dans des cabinets de conseil. Donc aujourd'hui, cette table ronde aura pour but de nous aiguiller un peu et de nous apprendre qu'est-ce que concrètement on fait dans un cabinet de conseil et qu'est-ce que c'est le métier du conseil, puisqu'en fait, ce métier recouvre plein d'expertises différentes. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Monsieur Cédric Renaud de l'entreprise Mazar, Madame Clotilde Divry-Vincent de l'entreprise Greenflex, Madame Selma Benzakri qui est avec nous en Zoom et qui représente Vertigo Lab, Eliette Verdier qui vient pour iCare et Chloé Deschamps pour Goodwill Management. Donc tout d'abord, on va faire un peu un tour de table des différents intervenants. Donc je vais vous laisser vous présenter tour à tour ainsi que présenter votre entreprise et votre parcours professionnel, personnel, tout ce que vous jugez pertinent, pour, les étudiants qui vous écoutent. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Donc, vous m'entendez bien? Donc, moi, c'est Chloé Deschamps. Je suis rentrée à l'agro en 2015. J'ai fait le domaine D1 parce que j'étais plutôt intéressée par les productions agricoles. Après, j'ai fait une césure qui portait sur découvrir une filière agroalimentaire dans son entièreté. Donc, je suis d'abord partie au Pérou travailler dans le cacao et après, je suis allée en Belgique travailler dans une grande entreprise qui fait du marketing en chocolat. Donc, j'avais un peu vu toute cette filière et je me suis dit, ah, bah, c'est bien, j'apprends plein de choses, mais je vois qu'il y a plein de problèmes qui font que bah, toutes nos chaînes de valeur, elles ne sont pas durables. Donc, j'ai voulu choisir une spécialité où je me suis dit, ah, je vais un peu avoir des outils qui vont me permettre d'adresser ces problèmes que j'ai pu constater pendant ma césure. Donc, j'ai fait la spécialité en sciences des données, la spécialité Yoda. Et donc là, j'ai appris plein de choses sur comment on traite les données, comment on les fait parler, comment elles peuvent nous permettre soit de voir les problèmes passés, soit de faire des projections. Et j'ai appliqué ça dans un stage de fin d'études où l'idée, c'était de voir comment l'intelligence artificielle pouvait nous permettre de mieux gérer les systèmes de production agricole. Dans les faits, c'était pas trop le cas, donc ça ne m'a pas trop plu, donc j'ai pas voulu poursuivre dans cette entreprise-là. Et du coup, j'ai voulu directement aller dans du conseil en développement durable pour avoir un impact vraiment direct dans les entreprises. Et donc, j'ai totalement laissé tomber à l'intelligence artificielle. Je me suis dit, enfin, c'est pas assez concret pour moi. Je préfère aller auprès directement des entreprises. Et donc, j'ai intégré Goodwill Management. C'est ma première entreprise où je travaille. Et donc, Goodwill Management, on a un cabinet de conseil, ben, comme tout le monde ici, en développement, au moins certaines filières en développement durable. Et donc, on a une partie qui va être très générale sur la RSE. Donc, comment on accompagne les entreprises dans leur stratégie RSE. Donc, état des lieux avec quand on réalise des diagnostics de maturité RSE et ensuite comment est-ce qu'on les met en action via des stratégies RSE et comment on pilote ces stratégies avec des indicateurs. Après, on va avoir une partie vraiment mesure de l'impact. Donc, historiquement, la mesure de l'impact, c'était plutôt la mesure d'impact social. C'était des entreprises sociales qui venaient nous voir parce qu'elles savaient que la comptabilité, ça ne permettait pas forcément de rendre compte de leur activité, de ce qu'elles apportaient à la société. Donc, on a développé des modèles de mesure d'impact social pour essayer de voir quels étaient les bénéfices qu'elles apportaient à la collectivité dans sa globalité. Et donc ensuite, cette mesure d'impact, on l'a aussi déclinée sur l'aspect environnemental en développant une méthode de triple empreinte. Donc en fait, on va être capable de mesurer pour l'entreprise son impact économique, donc quelle est la valeur ajoutée et les emplois qu'elle soutient sur un territoire en direct dans sa chaîne de valeur. On va avoir l'empreinte sociale aussi en direct dans sa chaîne de valeur et l'empreinte environnementale. Donc forcément, pour la partie environnementale, une entreprise, quand elle exerce son activité, elle va consommer des ressources et donc ces ressources-là n'étant pas infinies, on va pouvoir quantifier quel est l'impact qu'elle a sur l'environnement, aussi bien en direct que dans sa chaîne de valeur. Et ensuite, on a d'autres aspects comme par exemple le numérique responsable, où on va accompagner les entreprises pour mettre en place des stratégies numériques responsables. Voilà. Et on a aussi une petite partie audit juste où on va du coup accompagner les entreprises dans des labellisations. Donc, on a une labellisation RSE qui s'appelle le label Lucie 26000 où on est auditeur sur ce label et un autre label du coup de numérique responsable. Parfait. Je prends la suite. Bon. Donc, Clotilde Divry-Vincent, moi, je suis chef de projet chez Greenflex. Donc, mon parcours rapidement, moi, j'ai intégré l'agro en 2010 et je suis sortie en 2014. J'ai fait EGE, donc, parce que justement, faire bouger je voulais comprendre comment fonctionnaient les entreprises pour les faire bouger de l'intérieur. Je m'étais dit que les entreprises avaient vraiment un rôle à jouer dans la transition à la fois écologique, mais aussi sociale. Et comme première entreprise, je suis allée chez Accenture, justement en stratégie d'entreprise, où du coup, il y avait notamment le secteur agri-agro qui était assez présent chez eux.
Et ça m'a beaucoup plu, seulement trop strat, pas assez opérationnel et surtout pas assez impliqué, en tout cas de mon point de vue, pas assez impliqué pas assez convaincu en fait qu'il fallait vraiment changer pour faire changer les choses et pas juste changer parce qu'il y avait du business à faire. Et du coup, je suis partie chez Greenflex. Donc Greenflex, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu un autre nom qui est B-Citizen, qui était le vieux cabinet. En tout cas, c'est la même chose. Et donc, on est 80 consultants, on est une vingtaine avec un profil agro. Pas que d'AgroParisTech, on est assez nombreux, mais pas que AgroParisTech. Et donc, ça ressemble un petit peu à ton entreprise, dans le sens où on fait beaucoup de stratégies RSE pour les clients. Donc, du secteur agri et agro, on fait toute taille d'entreprise. On va de la PME jusqu'au grand groupe, français et aussi international. Et après, on va faire, en ce moment, on fait énormément de stratégies carbone, puisque le changement climatique, maintenant, les entreprises, elles ont compris. Et du coup, on les accompagne pour réduire leur empreinte et aussi commencer à développer des projets de stockage carbone. Donc, on leur dit d'abord, vous réduisez et après, on verra pour le stockage. Mais il faut bien travailler sur les deux en parallèle. On va également travailler sur les achats responsables, parce que on fait le même constat qu'en fait, notamment les entreprises de l'agroalimentaire, ce n'est pas directement sur leur site de production en France qu'elles ont un plus gros impact, mais c'est sur leurs achats. Voilà, et quand on fait des cartographies de risque et qu'on se rend compte en fait que les oranges qu'ils achètent, il y a de l'esclavage moderne derrière, ça fait mal au cœur. Et donc, on est là pour les accompagner à changer les pratiques. Et voilà. Après, on a d'autres sujets aussi qui se développent beaucoup en ce moment, notamment les impacts biodiversité. Voilà. C'est les trois grands thèmes, en tout cas, sur lesquels moi je travaille. Et Greenflex a également un gros pôle énergie. Mais donc, tout ce qui va être biocarburant, etc., d'essayer de voir si on peut faire des choses à partir de la biomasse, biogaz, etc. Mais c'est moins ma partie, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Du coup, je prends la suite. Eliette Verdier, moi, je travaille chez iCare depuis un peu plus de 2 ans. Je suis arrivée à l'agro en 2017. En fait, j'ai fait une prépa à commerce, j'ai intégré HEC et ensuite j'ai fait HEC, c'était intéressant, mais c'était pas vraiment ça qui m'intéressait. Et du coup, je suis venue en double diplôme à l'agro en D3, donc au parcours ingénierie de l'environnement. Et j'ai enchaîné directement avec une dominante. J'ai fait IDEA en ingénierie de l'environnement. Et j'ai fait un stage de fin d'études chez CDC Biodiversité, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, qui travaille beaucoup sur le sujet biodiversité dans leur département recherche, qui, en gros, à l'époque, cherchait à développer le Global Biodiversity Score, qui est un outil qui cherche à quantifier les impacts sur la biodiversité des activités économiques. Et donc, en gros, c'est un gros modèle qui s'appuie sur plein de recherches scientifiques. Quand moi, j'étais en stage là-bas, le modèle était en développement. Aujourd'hui, il a été publié en plusieurs versions, etc. Je pense que mes collègues ici le connaissent. Donc, c'est en gros un peu l'équivalent du bilan carbone sur la biodiversité, mais pas tout à fait non plus. On pourra peut-être rentrer dans les détails après. Donc, j'ai fini mes études à l'agro. Il a fallu que je revienne à HEC pour une dernière année pour valider mon diplôme d'HEC en master en développement durable. Comme c'était pas non plus super intéressant, je suis retournée à l'agro parce qu'ils avaient un partenariat avec le master spécialisé forêt, nature et société de AgroParisTech, qui est un peu jumelé avec les GEFT à Montpellier. Et là, on a fait des choses sur la biodiversité, les forêts, les peuples autochtones, etc. Pas mal de sociaux. Et puis ensuite, j'ai cherché du boulot et je suis arrivée chez iCare. Je m'occupe aujourd'hui beaucoup de biodiversité, surtout sur le pôle entreprise. Donc, d'accompagner les entreprises à comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'érosion du vivant et comment est-ce que ça les concerne. Ensuite, de chiffrer leurs impacts sur la biodiversité, d'identifier les risques et en gros, commencer à élaborer des plans d'action, des business models qui changent structurellement leur manière d'aborder le problème de l'érosion du vivant. Ça, c'est une partie qui a beaucoup grossi chez iCare ces 2 dernières années. On est une vingtaine de consultants à travailler sur le sujet et plus de la moitié des consultants qui travaillent sur le sujet viennent de l'agro ou formation similaire.
Et ensuite, chez iCare, il y a aussi une grosse partie énergie-climat, qui est le cœur historique de l'équipe, qui travaille sur des stratégies de réduction d'empreinte carbone, des trajectoires d'alignement de degrés 1,5, etc. Et puis, on a aussi des gens qui travaillent sur des transformations économie circulaire et pour les acteurs financiers. On travaille autant avec la finance qu'avec des grandes entreprises, qu'avec le public. C'est un peu une spécificité de l'entreprise. Et voilà, je pense que pour introduire, c'est suffisant. Merci beaucoup. On est bon? Vous m'entendez tous? Bonjour à tous. Enchanté. Donc, Cédric Renaud, moi, je suis du cabinet Mazars. Alors, je ne suis pas diplômé de l'agro. Moi, je suis diplômé de l'EM Lyon. Donc, si on revient sur mon parcours, moi, j'ai démarré dans la finance, sur les marchés. Ensuite, je suis allé dans une grande banque qui est HSBC pour faire du crédit. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas rentrer dans le milieu du conseil, qui est un milieu où j'avais beaucoup de potes qui étaient et j'avais plutôt une bonne image. Et finalement, je pense qu'avec le recul, c'est un très bon choix. Donc, je ne peux que vous conseiller et je pense qu'on est au bon endroit pour en parler. J'ai démarré chez PwC, Price. J'ai travaillé sur des réglementations de protection d'investisseurs et puis d'abus de marché. Et puis, tout d'un coup, j'ai un client qui m'a sollicité pour l'aider sur les problématiques finances durables. Donc ça, c'était 2019-2020. Et finalement, personne autour de moi, malgré le fait que ce soit un grand cabinet, n'avait vraiment des connaissances sur ces sujets. Je me souviens, c'était une demande qui avait été faite juste avant les grandes vacances. Donc, c'était fin juillet. Et je me suis dit, écoute, Cédric, imprime-toi les textes et puis regarde. Et finalement, ça m'a plu. On a passé l'oral, on a été pris. Et puis, depuis ce temps-là, je n'ai fait que ça. Donc, sur des réglementations finances durables, on en reparlera sûrement après. Il y a plein d'acronymes, il y a plein d'éléments techniques, mais l'objectif, c'est d'avoir un financement, enfin des flux financiers, qu'ils soient publics ou privés, qui soient drainés vers les activités durables européennes. Voilà, donc moi je suis directeur au sein du département conseil banque et donc on a une équipe qui ne fait que ça, c'est-à-dire aider des banques, des asset managers et des assureurs sur la mise en place de ces réglementations. Donc il faut les comprendre, ce sont des textes extrêmement abrupts, mais on a sûrement plein d'experts ici. Mais il n'empêche que lorsque l'on discute avec des personnes qui ont un métier, enfin quand on est dans une banque, chez un assureur, chez un asset manager, l'objectif c'est d'investir, c'est de faire du crédit, c'est de vendre des produits auprès de clients. Et lorsque vous venez avec une réglementation qui fait quasiment 1000 pages, vous avez souvent besoin d'un peu d'aide au début pour la comprendre, pour essayer d'interpréter les choses et surtout essayer de voir comment est-ce que ce sera mis en place opérationnellement. Donc, au sein de Mazars, on est en mesure d'apporter ce premier éclairage technique, réglementaire, et puis ensuite d'aider dans la mise en place opérationnelle. Donc ça, c'est sur le volet consulting. Rapidement, sur Mazars, vous le savez, c'est un groupe large. Hein. Donc, il y a aussi des équipes qui font que de l'audit financier, mais également de l'audit extra-financier qui se rapproche aussi un petit peu de tout ce que l'on a entendu là. Donc, c'est des équipes avec lesquelles je travaille. Il faut qu'on travaille, c'est extrêmement important parce que tout ce qu'on est en train de mettre en place d'un point de vue réglementaire, à un moment donné, va finir par être audité ou en tout cas, la France est relativement précurseur là-dessus et demande à ce qu'il y ait des organismes. Alors, on va rentrer dans quelques éléments techniques, mais des organismes tiers indépendants, donc des experts qui soient en mesure d'attester, de justifier la véracité des éléments qui sont indiqués. Et puis, on a un volet aussi transaction services, et où on le voit en amont de toute transaction, qu'elle soit à l'achat ou à la vente, on se rend compte que les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance sont de plus en plus prises en compte et nécessitent ce qu'on appelle des due diligence pour s'assurer que l'entreprise acquise ou vendue respecte les minimums, enfin les standards minimums que s'est fixé l'acheteur ou le vendeur. Voilà. Merci. On va laisser la parole à Selma maintenant qui peut se présenter aussi. Bonjour. Selma Vendécry de Verticolab. Moi, je suis de la même promo que Chloé et Eliette. Et j'ai fait aussi le D3 en environnement et ingénierie de l'environnement, il me semble. Je ne sais plus exactement le nom. J'avais fait une césure, une partie en ministère de la transition écologique en évaluation environnementale.
Donc, j'avais trouvé ça intéressant de voir un petit peu comment fonctionnaient les politiques publiques en environnement, mais j'avais du mal à voir le concret, en fait, et le lien avec le terrain lors de ce stage. Et puis, j'avais fait un autre stage en agriculture urbaine. Donc, j'avais envie d'être en agriculture urbaine à l'époque, mais finalement, je me suis dirigée comme Eliette sur IDEA, donc ingénierie de l'environnement, déchets, eau, aménagement durable. Et j'avais fait mon stage de fin d'études chez Veolia, à la direction du développement durable. Et j'avais été un petit peu frustrée par ce stage parce que c'était un petit. Enfin, je trouvais qu'on était encore une fois un peu loin de l'opérationnel. Et donc, j'ai continué en fait, au lieu d'être diplômée direct. Enfin, j'ai été diplômée, mais j'ai continué en faisant un master spécialisé encore à AgroParisTech en politique publique et stratégie pour l'environnement pour mieux comprendre comment concrètement en fait agir stratégiquement en faveur de l'environnement, que ce soit dans les politiques publiques ou bien dans les entreprises. Et suite donc à ce master spécialisé, c'est là où j'ai intégré Vertigo Lab en stage, puis en CDI. Donc Vertigo Lab, c'est un bureau d'études, en plus d'être un bureau de conseil qui diffère peut-être un petit peu de vos cabinets, où on fait beaucoup d'études aussi. Et donc, on est basé à Bordeaux. On est une petite équipe de 13 consultants, qu'on appelle aussi consultants-chercheurs. On pourra, je pense, revenir dessus après. Donc, on a un petit peu 3 pôles sur lesquels on agit, un petit peu comme Goodwill aussi, je pense, tout ce qui est mesures d'impact socio-économique et environnemental. On a aussi un volet sur l'impact biodiversité qui se développe un peu comme iCare. Et puis un second pôle sur tout ce qui est accompagnement des entreprises, mais surtout des territoires et des collectivités sur la transition écologique. Et puis avec pas mal d'animation aussi. Et un troisième pôle sur tout ce qui est alimentation durable et puis transition agroécologique dans le sens accompagnement au changement de pratique dans l'agriculture. Voilà. Et puis on a un quatrième pôle qui est un peu plus mineur chez Vertigo Lab, c'est sur l'économie bleue. Donc tout ce qui est autour des enjeux marins. Voilà. Voilà Merci pour moi. Je Mathilde pense pour qu'on cette pourra rentrer dans le présentation. détail après. Merci Selma. On va maintenant passer à des questions générales donc, qui vous sont destinées à tous et toutes. Donc chacun est libre de prendre la parole et de répondre comme il le sent. Tout d'abord, il faudrait peut-être qu'on fasse une petite distinction entre ce qu'est l'audit et le conseil, parce que je ne sais pas si tout le monde dans la salle est au point sur la différence entre ces deux termes. Vous êtes plusieurs à en avoir parlé. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer pour essayer de différencier un peu ces deux champs qui sont souvent comparés. Allez, je me lance là-dessus. Pour moi, la différence, elle est relativement simple. Conseil, comme son nom l'indique, on est là pour apporter des éléments de réponse à une problématique. Donc, alors, en l'occurrence, dans mon cas, une institution financière, que ce soit une banque, un asset manager ou un assureur, va devoir mettre en place une nouvelle réglementation et va avoir besoin d'aide, d'assistance. Et donc, il va y avoir un ou plusieurs consultantes, bien sûr, qui vont pouvoir l'aider à trouver des réponses et à mettre ça en place. L'audit, elle est souvent dans une étape après, c'est-à-dire qu'il va y avoir des experts, des gens entre guillemets assermentés, ou en tout cas qui sont en mesure de fournir un rapport avec différents niveaux d'assurance, mais qui va pouvoir attester que les chiffres, que les commentaires, que le rapport est bien conforme à un certain nombre de règles ou un certain nombre d'enjeux. Donc, on est vraiment plutôt, si je schématise, le conseil, on est plutôt en amont et l'audit, on est plutôt bien après.
Très bien, merci. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Oui. Peut-être juste préciser qu'il y a différents types d'audits. Il y a l'audit classique DPEF où ça va vraiment, enfin, en tout cas d'un point de vue développement durable, hein, il y a l'audit classique DPEF où c'est les entreprises qui doivent publier leur rapport DPEF avec des chiffres, des indicateurs. Et donc l'auditeur de DPEF va venir vérifier est-ce que ces chiffres qui sont écrits dans le rapport sont corrects. Et nous, par exemple, on fait aussi d'autres types d'audits. On a des audits de sociétés à mission. Depuis quelque temps, les entreprises peuvent être sociétés à mission et c'est aussi quelque chose que l'on peut auditer en voyant si les objectifs qu'ils se sont fixés dans le cadre de cette société à mission sont bien mis en place, est-ce que les indicateurs sont fiables, etc. Et après, nous, on a une autre partie du coup audit sur des labels que les entreprises peuvent obtenir. Et du coup, là, en fait, il y a des labels du coup des audits, pardon, quand on fournit le label. Donc là, c'est vraiment, on va venir auditer quel est l'état initial de l'entreprise. Et les labels que nous, on va auditer, c'est des labels de progrès. Du coup, il y a aussi l'idée d'avoir un plan d'action. Et donc, il y a aussi ce plan d'action qui est évalué pour voir s'il est assez ambitieux et s'il permet du coup de progresser. Donc, on a aussi ces audits-là sur plutôt des labels, donc que ce soit des labels RSE basés sur l'ISO 26000 ou des labels numériques responsables. Et donc là, pardon, on va aussi avoir juste un petit rôle de conseil parce qu'on fournit aussi des recommandations. Donc, on n'est pas juste dans checker des chiffres, on va dire, il y a aussi quand même une partie de comprendre l'entreprise et formuler des recommandations. Très bien, merci pour ces précisions. Vous nous avez dit qu'il y avait plusieurs types d'audits. Est-ce que du coup, il y a aussi plusieurs types de conseils? Enfin, on sait que la réponse est oui, mais est-ce que du coup, vous pourriez un peu chacun plus spécifier quelle est votre branche de conseil? Par exemple, vous nous avez parlé de conseil en développement durable et qu'est-ce qu'on fait concrètement au quotidien en fait quand on est consultant? Enfin, du coup, chacun d'entre vous spécifiquement. Je veux bien commencer. Parce que du coup, en passant par un gros cabinet de conseil, tout court, c'est-à-dire qui reprend tous les métiers du conseil, donc qui était Accenture, je pense que j'ai une vision un peu transverse. En fait, souvent, on fait une différence entre le conseil en stratégie et après du conseil plus opérationnel. Donc déjà, de base, souvent, il y a un peu deux branches qui se distinguent. La stratégie, c'est souvent ce qui vient plutôt en amont, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire des recommandations au comité de direction des entreprises. Donc, on reste vraiment ce qu'on appelle le top management. Et il y a la deuxième branche qui est plus opérationnelle du conseil, c'est concrètement comment est-ce que je vais aller discuter avec des responsables de site, par exemple, pour mettre en place un projet très précis, etc. Donc les deux sont hyper intéressants. L'avantage du premier, c'est que vous avez une vision d'ensemble de l'entreprise, une vision long terme, avec de l'impact très fort, parce que ça concerne toute l'entreprise. La deuxième, c'est que du coup, vous avez une vision plus opérationnelle, avec des projets du coup souvent à plus court terme et dont vous voyez le résultat. Donc déjà, il y a un peu deux types de conseils comme ça en fonction de, on va dire de la durée de la projection dans le temps. Et après, du coup, il y a plein de conseils en fonction de quelle thématique vous allez traiter et sur quoi vous voulez vous spécialiser. Donc là, c'est vrai que nous, on représente beaucoup nous, du coup, j'ai l'impression que je sais que nos cabinets sont très orientés sur développement durable, dans lequel vous allez retrouver tous les enjeux en fait, du développement durable, donc à la fois économique, le social et l'environnement. Et puis après, dans les autres entreprises de conseil, souvent, vous avez plutôt une approche, les entreprises de conseil traditionnelles que vous pouvez rencontrer ici, elles vont vous parler plutôt, on peut faire du conseil en RH, du conseil en finance, du conseil en processus agroalimentaire, etc. Donc, qui sont plus orientés en fait sur les métiers de l'entreprise, où du coup, ils viennent conseiller un métier sur comment s'améliorer, comment pour le secteur financier, comment mettre en place les nouvelles réglementations, etc. Voilà, en tout cas, c'est ma vision très high level. En termes en termes de conseils, c'est vraiment, en tout cas, les différentes missions pour lesquelles on peut travailler chez iCare. C'est toujours répondre à la demande d'un client qui nous contacte parce qu'on a une expertise particulière sur ce sujet, soit parce qu'on connaît bien la réglementation, soit parce qu'on connaît bien des outils qui l'intéressent, dont le résultat l'intéresse, soit parce qu'on va être là pour les former à un nouveau sujet ou, par exemple, on peut animer des fresques du climat, de la biodiversité, du numérique, etc., à cette étape de sensibilisation. Et après, on peut être appelé aussi pour avoir un regard critique sur des travaux de plan d'action ou de stratégie en cours d'élaboration au sein de l'entreprise. On peut faire appel à nous pour ça, c'est plus côté public, mais par exemple, moi j'ai travaillé pour une mission
co-commandé par le ministère de l'Agriculture et la partie Centre d'études et prospectives du ministère de l'Agriculture et la DRAF de Bourgogne-Franche-Comté avec la Chambre d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté, qui tous les trois ensemble voulaient réfléchir à une projection à 2050 de l'agriculture en Bourgogne-Franche-Comté dans un contexte de changement climatique et de changement de disponibilité de la ressource en eau. Et en fait, simplement, ni la DRAF, ni le CEP, ni la Chambre d'agriculture n'avaient suffisamment de ressources en interne pour porter l'étude qu'ils voulaient suffisamment de grande ampleur, mobilisant X acteurs, etc. Et donc, ils ont fait appel à nous pour les appuyer sur cette étude. Voilà, c'est un grand sujet. Après, on se dit, est-ce que c'est à un cabinet privé de porter ce genre de sujet? Est-ce que c'est des compétences qu'il faut avoir en interne dans le public? Enfin, si c'est des choix de politique publique plus stratégiques. Mais on fait aussi ce genre de choses où on intervient ponctuellement auprès de services déconcentrés ou de ministères pour les soutenir dans des études de ce genre. Et pour donner un autre exemple de type de conseil, j'ai parlé de déployer des outils. Donc, moi, j'ai travaillé récemment pour un acteur du bâtiment, donc quelqu'un qui construit des gros bâtiments, un peu comme ce campus. Et leur question, c'était à quel point est-ce que notre activité détruit la biodiversité et qu'est-ce qui, dans notre chaîne de valeur, a le plus d'impact sur la biodiversité? Est-ce que c'est l'artificialisation au sol de nos chantiers? Est-ce que c'est en amont sur les prélèvements de matériaux qu'on fait pour avoir du béton, de l'acier, du bois, etc. Est-ce que c'est en aval sur les consommations énergétiques qui ont lieu dans la phase d'usage du bâtiment? Donc, on a fait, dans ce genre d'études, il y a toujours une grande phase de collecte de données, de compréhension de l'activité un peu dans le détail de l'entreprise. Ensuite, on la modélise, tout simplement. Enfin, simplement. Et on arrive avec des chiffres qui disent, ben, en fait, si on compare les différentes étapes de votre cycle de vie, de l'activité de l'entreprise, on a en fait plus d'impact en amont ou plus d'impact en aval. Et parmi les matériaux que vous choisissez pour construire vos bâtiments, en fait, il vaut mieux privilégier ce bois-là que ce bois-ci, ou alors privilégier le béton par rapport à un bois où vous ne savez pas d'où il vient, il est potentiellement issu de monoculture intensive à cycle court, etc. Donc, toutes ces choses qui sont en fait des recommandations qui sont à la fois très high level parce qu'on n'est pas allé discuter avec tous leurs fournisseurs de bois, etc. Et en même temps, finalement, assez concrètes sur qu'est-ce qu'il faut changer dans leur manière de faire pour avoir une trajectoire moins impactante sur la biodiversité. Un exemple de mission assez parlant, je trouve, illustrant comment est-ce qu'une entreprise vient chercher une connaissance extérieure sur la mesure d'impact biodiversité pour répondre à des questions sur son business model. Et en l'occurrence, ce genre de connaissances sur comment est-ce qu'on mesure des impacts sur la biodiversité, c'est des choses qui sont aujourd'hui très complexes, portées par des acteurs qui sont axés sur la recherche. Et donc, ce n'est pas des choses que les équipes en interne dans les entreprises peuvent s'approprier et déployer seules du début à la fin. Voilà, c'est des compétences qu'on construit aujourd'hui dans le milieu entre des sociétés de conseil, des équipes de recherche, des partenaires. Voilà. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour expliquer un peu son quotidien. Peut-être juste pour insister, c'est extrêmement vrai, c'est-à-dire que les entreprises recherchent de l'expertise. Donc, un consultant, il est au fur et à mesure de son évolution de plus en plus expert sur un certain nombre de sujets. C'est ce qui fait sa valeur et c'est ce qui est recherché par les entreprises. On peut avoir l'image du consultant qui parle beaucoup, qui fait beaucoup de PowerPoint, mais dans la vraie vie, vous êtes au contact en permanence avec le client. Vous êtes là pour apporter des réponses à ses questions. Vous engagez sur, on appelle ça des livrables, hein, c'est-à-dire que vous êtes engagé sur un certain nombre de documents, vous êtes là pour l'aider sur des problématiques et donc le consultant, il doit réellement acquérir et avoir une expertise sur ces sujets et on le voit, c'est extrêmement technique et également extrêmement mouvant. Donc, il se doit d'être au fait des dernières avancées, il se doit d'avoir une méthodologie qui soit robuste, il se doit d'avoir un esprit qui lui permette de faire face à des situations différentes à chaque fois, tout en leverageant sur ce qu'il a pu faire
pu voir dans d'autres missions. Donc, le consultant doit être aussi agile et c'est ça aussi qui fait l'intérêt de ce métier, c'est-à-dire qu'on va être face à des interlocuteurs différents, mais aussi experts qui vont être en recherche, qui vont être en demande et ça va nourrir une communication, un échange. Et puis, ce qui fait plaisir, c'est quand on voit un client qui est content, qui est satisfait de ce qu'on lui a présenté, de ce qu'on lui a montré et qui n'avait clairement pas les compétences, l'expertise, le temps, l'envie de mettre ça en place. Et donc, voilà, c'est typiquement le rôle du consultant. Merci. Et juste pour compléter, comme le disait Eliette, les clients viennent chercher des expertises chez nous, voire des outils. Et du coup, dans notre métier de consultant, enfin en tout cas chez Goodwill, et je pense que pareil chez vous, il y a un temps aussi qui est dédié à la R&D, justement pour faire progresser nos outils en interne. Donc, on a aussi un temps qui n'est pas forcément au contact du client, qui est vraiment comment est-ce qu'on fait pour que nos outils s'améliorent, suivent ce qui sort. Par exemple, sur la biodiversité, il y a le GBS dont parlait Eliette qui est sorti il y a quelques années. Donc, comment on suit ça pour l'intégrer à nos outils. Donc, il y a aussi vraiment un temps lié à la R&D, aussi bien sur nos outils, et aussi pour suivre la réglementation et toujours avoir les bonnes recommandations pour nos clients. Merci. Vous nous avez parlé justement de la place prépondérante de la relation entre le client et le consultant. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos clients majoritaires? Est-ce que du coup c'est plutôt public, plutôt privé, dans quelle proportion? Et aussi, est-ce que quand on fait du conseil plutôt axé développement durable, est-ce qu'on choisit par exemple ses clients selon les critères qu'ils remplissent ou pas? Ou est-ce que justement la logique c'est plutôt de prendre tous les clients qui se présentent à votre porte pour essayer de les aider à progresser? Enfin, quelle est plutôt votre position par rapport à ça du coup? Je pense, Oui, aussi, Selma, je sais pas. il y a pas de souci Je pour prendre la parole à n'importe quel moment. pense là-dessus aussi, on fonctionne un petit peu tous de la même manière avec des systèmes appels d'offres, où il y a des appels d'offres donc sur les marchés publics qui sortent. Et puis, on a une veille en continu. Et si ça fait écho à nos sujets ou à des outils qui sont recherchés par un client, on va y répondre. Et puis après, il y a un processus de sélection qui fait que notre cabinet est sélectionné ou non pour répondre à la demande. Et enfin, voilà, nous, on fonctionne surtout comme ça. Après, on peut avoir aussi des sollicitations en direct d'un client qui connaît très bien notre outil, par exemple, qu'on développe, et il souhaiterait en fait les résultats de cet outil. Et donc, il va nous contacter en direct. Voilà, c'est de manière très, je pense, pragmatique, la manière dont on fonctionne. Ouais, du coup, pour rebondir sur les appels d'offres, c'est une obligation de toutes les instances publiques à partir d'un certain montant, en fait, de mettre en concurrence un certain nombre de prestataires, donc de cabinets de conseil dans notre cas. Et du coup, l'appel d'offres, c'est parce que du coup, c'est public. Et donc, on a un temps donné pour construire ce qu'on appelle une propale dans le jargon, une proposition commerciale. Et du coup, après, en effet, on rentre dans un process et on voit si on est accepté ou non. Donc ça, c'est vraiment pour le secteur public. Et pour le secteur privé, de la même façon, on est souvent mis en concurrence entre les cabinets. Là, pour le coup, c'est rarement public en tant que tel. C'est l'entreprise qui choisit une sélection justement en fonction des expertises, en fonction de si elle a déjà travaillé, si elle connaît, si c'est bien passé, etc. Et pour répondre à la question de est-ce qu'on choisit nos clients, du coup, la réponse est oui, oui, on choisit nos clients. On s'est souvent posé la question pour des secteurs justement qui sont controversés. Non, mais par exemple, le secteur de l'armement. Alors, dit autrement, le secteur de la défense. Donc, en fait, en fonction de comment on le présente, c'est est-ce qu'on est prêt à travailler ou pas pour ce type d'acteur. Donc là, dans ce cadre-là, par exemple, le secteur de l'armement, nous, on avait dit non. On ne souhaitait pas travailler pour eux. Mais en revanche, par exemple, on travaille pour des grands groupes qui ont un impact climat non négligeable. On travaille pour Total Energy. Donc, en fait, c'est pas... Donc, oui, on travaille aussi pour les méchants, si je peux m'exprimer ainsi. Ils sont là. Voilà. Donc, et en fait, c'est justement l'idée, c'est bien de faire, de transformer tout le monde en fait de l'intérieur et de les faire avancer. Donc, en fait, je veux dire, même si Total Energy a un impact très fort, bah, quand vous allez visiter une usine qui fait, moi en ce moment j'ai un client qui fait des macarons, vous allez me dire il y a beaucoup moins d'impact. Bah ouais, enfin on en parle des substances controversées dans ces macarons, de l'impact de tout ce qui va être flux frigorigène, de l'obésité. En fait, on a énormément d'impact et du coup, bah, chacun a sa responsabilité et du coup, l'idée c'est vraiment de faire avancer tout le monde.
Donc voilà, donc oui, on choisit nos clients, mais l'idée pour nous, c'est de faire progresser un maximum de monde tant que notre conscience est tranquille. Sur la question de est-ce qu'on a le choix de travailler pour tel ou tel type d'acteur, c'est vraiment bien sûr, c'est des réponses spécifiques à chaque cabinet et à chaque organisation interne d'équipe. Donc, il y a le sujet de est-ce qu'on veut travailler éthiquement ou environnementalement pour tel ou tel acteur. Il y a aussi des sujets sectoriels. Est-ce que j'ai envie de travailler pour de l'agro? Est-ce que j'ai envie de travailler pour de la pharma? Est-ce que j'ai envie de travailler pour le secteur du pétrole? Enfin, en fonction des appétences et des appels d'offres qui sortent, des compétences de chacun. Pour parler très concrètement chez iCare, on a, donc chaque consultant est amené à s'exprimer sur les sujets sur lesquels il veut travailler, et c'est vraiment en co-construction quoi, avec les gens qui décident qui travaillent sur quoi et les consultants qui se portent volontaires. C'est assez transparent en fait, la prise de décision et le pourquoi est-ce que truc travaille sur cette mission et bidule sur une autre. Il y a la question de est-ce qu'on a le choix de répondre, on a toujours le choix de répondre à un client qui nous fait une demande. Si on juge que sa demande, c'est un truc qui va complètement à côté de la plaque de ce que lui devrait faire en termes de stratégie environnementale, généralement, on lui dit, si ça nous intéresse de travailler pour lui et qu'on pense que c'est un sujet, mais que c'est un sujet important, mais qu'il ne le traite pas de la bonne manière, selon la demande, etc., on peut revenir vers lui en lui disant on pense que c'est pas pertinent de faire comme ça, donc on vous accompagne pas sur ça. Mais par contre, si vous changez votre appel d'offres, votre demande d'accompagnement et que vous incluez ça, alors on est prêt à travailler avec vous. Voilà. C'est une manière aussi d'être proactif dans comment une entreprise formule sa demande, parce que mine de rien, finalement, c'est eux qui expriment un besoin et nous qui y répondons. Donc si on n'est pas sollicité, on ne peut pas non plus porter la connaissance, etc. Voilà. Un élément peut-être pour des grands groupes comme les nôtres où on propose du conseil et de l'audit, sachez que, alors on ne va pas sélectionner nos clients, mais on a l'obligation, et ce qui est tout à fait normal, d'avoir une muraille de Chine entre les prestations de conseil et les prestations d'audit, puisque vous vous doutez bien que si vous portez du conseil et qu'ensuite ce sont les équipes juste à côté de vous qui vont auditer, il y a clairement un problème d'indépendance et donc de conflit d'intérêts. Donc nous, les clients sont catégorisés en ce qu'on appelle Channel 1, donc où vous avez une prestation d'audit, et Channel 2 qui correspond à du conseil. Donc pour des grands groupes bancaires, d'assurance ou d'asset management, c'est le premier truc que l'on va regarder. C'est est-ce que je suis commissaire aux comptes? Si c'est le cas, les prestations de conseil sont extrêmement limitées. À l'inverse, si jamais il n'y a pas de commissariat aux comptes, donc les prestations de conseil sont beaucoup plus larges. Et donc, si on est déjà commissaire aux comptes, on ne pourra pas intervenir sur des problématiques, notamment de chiffres, de comptabilité, puisque c'est le premier élément qui sera regardé par les auditeurs. Donc, nous, notre point d'entrée, il est avant tout comme ça. Et puis après, il y a, vous ne l'avez pas dit, alors je le dis quand même, mais peut-être des problématiques de ressources aussi. On est très fortement sollicité. Enfin, on a la chance d'être sur des sujets extrêmement porteurs. Et donc, la sélection, elle se fait aussi par rapport à ses propres ressources. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément en mesure de répondre à tous les besoins. Et donc, elle se fait aussi en fonction de nos appétences, des profils et des ressources qui sont existantes. Donc ça aussi, ça fait partie de l'intérêt de ce métier, de pouvoir se dire, tiens, finalement, là, c'est une mission super intéressante. Comme j'ai le choix entre plusieurs clients ou propositions commerciales qui ont été gagnées, voilà, je vais prendre celui qui m'intéresse le plus. Très bien, merci. On peut passer peut-être à des questions un petit peu plus spécifiques par rapport à ce que vous nous avez dit depuis le début de la présentation. Par exemple, Selma, vous nous avez dit que vous étiez avant tout consultant-chercheur, enfin consultante-chercheur en l'occurrence chez Vertigolab, et que vous étiez tous chercheurs en plus d'être consultants. Donc, qu'est-ce que c'est exactement qu'être consultant-chercheur, et qu'est-ce que c'est la spécificité de votre cabinet par rapport aux autres entreprises présentes? Donc, je pense que ça rejoint un petit peu ce que disait Chloé avec le pôle développement outil. Enfin, je pense que aussi en tant que consultant, on se doit d'être toujours hyper
au courant de ce qui se fait sur nos sujets. Donc, il y a ça qui fait qu'on est un petit peu chercheur, c'est-à-dire qu'on va faire de la veille thématique et de la veille sur les méthodes et outils qu'on utilise en continu. Après, à Vertigo, nous, on a un petit peu trois types de travail. On a le bureau d'études et de conseil dont on a pu parler. On a aussi un pôle incubateur qui donne lieu à des structures. On a par exemple un bureau d'études qui s'appelle Blue Seeds, qui est né de ce pôle incubateur et qui est devenu une entreprise à part entière et qui accompagne des acteurs sur les sujets marins. On a une autre entreprise qui est née de cet incubateur qui travaille sur des fermes agroécologiques. Et puis une association qui est née aussi de cet incubateur. Et puis on a un troisième mode de travail qui s'appelle le lab. Et dans le cadre de ce troisième pôle, c'est un petit peu notamment la veille en continu, mais aussi des sessions qu'on appelle les Déj Labs. Et on a dans notre emploi du temps un temps dédié où chaque vendredi, il y a un de nous qui va s'emparer d'un sujet et qui va le présenter à toute l'équipe. Et en fait, ça permet aussi de faire avancer nos travaux. Et de ne pas toujours rester sur ce qu'on sait faire, mais d'aller toujours chercher des méthodes plus fines, des nouveaux sujets, etc. Et puis, il y a peut-être une spécificité donc ça, je pense que ça se fait d'une manière ou d'une autre un petit peu dans la plupart des cabinets qui sont présents. Mais une spécificité, c'est qu'on a aussi quelques consultants dont je ne fais pas partie, mais qui ont quand même plus de 50% de leur temps qui est dédié à de la R&D, donc au développement d'outils et de méthodes, notamment en mesure d'impact socio-économique et environnemental. Voilà. Donc, on n'est pas tous, on a le titre, on va dire, consultant-chercheur, mais on n'est pas tous sur de la recherche pure et dure. D'accord, merci pour cette précision. Pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Clotilde, lors de votre présentation, vous nous aviez parlé d'une envie de changer les choses de l'intérieur. Est-ce que aujourd'hui, on peut vraiment avoir un impact, par exemple, chez Total Energy quand on les conseille? Et est-ce que cet impact est mesurable? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfaite de ce qui se fait ou comment on pourrait améliorer ça selon vous? Oui. Alors, de toute façon, bon, ça peut être le cas pour Total Energy, mais pour tous les clients, en fait, la grande majorité des missions, on est satisfait en effet quand le client est satisfait. Et en fait, dans les sujets de développement durable, quand le client est satisfait, c'est qu'en fait, il a compris l'enjeu et on lui apporte une solution qui lui convient. Et donc, en fait, à partir du moment où il a compris et qu'on a une solution pour lui, en fait, l'impact, il est là. Donc, avec des mises en œuvre derrière sur lesquelles on peut accompagner quand on a les compétences. Et en effet, Greenflex, nous, on mesure l'impact du coup de nos missions à chaque fois, et donc sur le volet environnement et social. Donc, il n'y a pas de méthodologie encore officielle, donc en fait, on travaille dessus, on regarde quel impact on veut regarder. Donc, la mesure d'impact, c'est très, très complexe, mais justement, de mesurer en fait et de se dire chaque année quel impact on a pu avoir pour nos clients via nos missions. Et est-ce qu'en termes de mesure d'impact, vous mesurez du coup votre impact chaque année et est-ce que vous mesurez aussi l'impact que vous avez évité par le biais de vos conseils Oui, c'est ça. En fait, on mesure. Alors, on a de la mesure d'impact direct, nous, en tant que collaborateurs, l'impact carbone des collaborateurs. Donc, ça, c'est notre périmètre direct, on va dire. Et on mesure, en fait, l'impact de. On est en train de développer une méthodologie pour mesurer l'impact de chacune de nos missions. Okay. Donc, on n'a pas encore de recul sur les années précédentes, mais c'est en cours. Ok, super. Et aussi, vous vous êtes présenté en tant que chef de projet conseil. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment c'est de gérer des équipes au quotidien? Est-ce que c'est compliqué? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? C'est simple et compliqué. Alors, vous verrez, les réponses des consultants, c'est souvent ça. C'est un peu des deux. Non, c'est un. Moi, j'aime beaucoup. En fait, quand on est chef de projet, en fait, ça veut dire qu'on est responsable du projet en tant que tel. C'est-à-dire qu'on est en relation directe avec les clients, on écoute leurs besoins,
on répond à leurs questions et en fait, après, on va organiser le travail de l'ensemble de l'équipe pour que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice en fonction de son expérience, de ses envies, etc. Donc, c'est très enrichissant parce que chaque personne est différente. Même, donc moi, je travaille principalement avec des agros et en fait, chaque agro est différent et voit les choses d'une façon différente. Donc, c'est vraiment, en fait, vous le voyez déjà, c'est comment est-ce que vous arrivez à faire travailler les gens en équipe. Et c'est juste que là, vous avez cette responsabilité humaine. Et en parallèle en fait de la responsabilité sur mission, du coup en tant que chef de projet, je suis également du coup manager de personnes, donc en dehors des missions. Et du coup là donc avant ça pouvait se rattacher, enfin on parlait de rattachement hiérarchique, et en fait chez Greenflex nous on parle de coaching et c'est pas du greenwashing. L'idée c'est de faire progresser la personne. Donc en fait on suit toute son évolution de carrière de son arrivée. En passant par les promotions, quelle formation elle doit suivre, si elle a des conflits, justement parce que trop de missions, pas assez de missions, on cherche ce qu'on appelle le staffing. Donc tout ça, et en fait, du coup, on est responsable, on est co-responsable en fait de l'épanouissement de la personne au sein du cabinet. Donc co-responsable parce que la personne est elle-même responsable aussi. On n'est pas des animateurs de colonies de vacances, mais c'est important du coup de développer les personnes qu'on accompagne. Très bien, merci pour ces réponses. Une question pour Chloé maintenant. Vous nous avez parlé de vos expériences dans l'agroalimentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, ces expériences vous servent dans votre métier actuel et en quoi, si oui? Alors, chez Goodwill, on n'a pas tellement de clients qui viennent de l'agro ou l'agri. On en a quelques-uns, mais je n'ai pas forcément, moi, travaillé dessus. Mais je pense que, en tant qu'agro, on a quand même tous une très bonne vision chaîne de valeur de n'importe quelle filière, finalement. Et du coup, dans toutes les mesures d'impact, justement, on essaie de plus se limiter au périmètre de l'entreprise, mais de voir toute sa chaîne de valeur. C'est là que la vision d'esprit des agros est super utile parce que, justement, pour nous, c'est très simple de retracer cette chaîne de valeur et quand dans pas mal de missions, on est amené à dialoguer avec beaucoup de personnes issues de plein de fonctions dans l'entreprise. Et je pense que quand on est agro, on est aussi très bon pour être capable de aussi bien parler au directeur des achats, au directeur RH ou au directeur RSE, au directeur communication, enfin n'importe qui. Donc, c'est ça, je pense, que nous apporte la compétence agro dans nos missions. Ok, super. Et Goodwill, j'ai vu, se définissait comme un cabinet de conseil en performance économique responsable. Est-ce que vous pouvez un peu nous réexpliquer ce qu'est exactement la performance économique responsable? Alors, cet intitulé, on l'a depuis le tout début de Goodwill Management qui a été créé en 2003. Et donc, c'est un vieux cabinet de conseil pour du développement durable. Et en fait, la volonté initiale de notre fondateur, quand il a créé Goodwill Management, c'était de dire les valeurs créent de la valeur. C'était de dire la RSE va nous permettre de créer de la valeur. Maintenant, on n'aime plus trop ce slogan parce qu'on se dit notre objectif, c'est pas de créer de la valeur, on veut plus que chercher ça, mais on cherche à être responsable. Et du coup, on va le retrouver dans nos missions justement avec cette notion de triple empreinte où on dit une entreprise, elle ne doit plus que seulement regarder la valeur comptable, la valeur financière, mais elle doit aussi prendre en compte son impact économique et social et environnemental. Donc, c'est dans ce sens qu'on parle de performance économique responsable, dans l'idée où il faut vraiment inclure dans le panorama le social et l'environnemental. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec la triple empreinte, qu'on est d'ailleurs en train d'étendre la comptabilité étendue, où on aimerait du coup pouvoir faire rentrer, réfléchir à comment faire rentrer dans le bilan comptable des dettes sociales et des dettes environnementales que pourraient contracter les entreprises. Très bien, merci. Une question pour Eliette maintenant. Pour votre cabinet, j'ai vu qu'il parlait de conseil stratégique dans l'environnement. Est-ce que du coup, le conseil stratégique dans l'environnement, c'est du conseil stratégique appliqué à des entreprises du secteur environnemental? Ou alors, est-ce que c'est une autre branche bien distincte du conseil en stratégie classique? C'est un peu ce qu'expliquait Clotilde tout à l'heure sur le conseil en stratégie. C'est plutôt top management et conseil tout court, entre guillemets, plus avec des équipes un peu plus proches du terrain, entre guillemets. Conseil en stratégie environnementale, c'est pas du tout que c'est spécifiquement lié à des entreprises du secteur de l'environnement comme la gestion de l'eau ou la gestion des déchets. C'est vraiment tout secteur d'activité. On l'entend en conseil en stratégie environnementale au sens comment est-ce que je peux adapter ma stratégie d'entreprise et prendre en compte les enjeux environnementaux dedans. C'est vraiment ça la réponse. Merci. Et enfin, une question pour Cédric. Vous nous avez parlé tout à l'heure de finances durables. Est-ce que vous pouvez nous repréciser un peu ce que c'est et en quoi justement elle est durable, contrairement à la finance classique?
Oh, c'est un vaste sujet, on peut y passer des heures. Donc, oui, je vous ai introduit le concept de finance durable par drainer, driver les capitaux, qu'ils soient publics ou privés, vers des investissements durables. Donc, pour ça, vous avez eu un pacte vert, un Green Deal, hein, qui est sorti en 2018 en Europe et qui a été la pierre angulaire de tout ce qui a suivi en termes réglementaires. Vous avez tout un certain nombre de réglementations qui vont couvrir la transparence, donc obliger les acteurs des marchés financiers, les conseillers, enfin les grands acteurs de la finance à être transparents et donc à éviter le greenwashing dont on parlait tout à l'heure. Vous avez des réglementations qui vont donner un référentiel de quelles sont les activités durables sur la partie environnementale, et puis peut-être qu'un jour la partie sociale va arriver. Donc ça, c'est une vision européenne. C'est vrai qu'elle n'est pas forcément partagée par tous les autres continents, mais en tout cas, l'Europe, lui, s'est lancée sur ce genre de problématiques. On va avoir des sujets de prise en compte des préférences en matière de durabilité des investisseurs, c'est-à-dire que vous, en tant qu'investisseur particulier, mais également les gros investisseurs institutionnels, en amont de leur investissement, ils ont la possibilité, et c'est dorénavant une obligation pour tout distributeur, de collecter son appétence pour les sujets ESG et donc de les prendre en compte. On va avoir des problématiques de reporting, donc des reporting réglementaires, donc qui vont partir vers le régulateur, et des reporting également qui vont partir à l'attention des investisseurs, notamment dans le cadre des rapports annuels. Donc toute cette panoplie, toute cette palette de réglementation qu'a mis en place l'Europe et qui est assez précurseur, hein, si on regarde ce qui est fait dans les autres pays, dans les autres continents. Un objectif de drainer une finance plus responsable, une finance qui participe à la transition écologique, climatique, sociale, environnementale. Et donc, moi, je suis convaincu qu'on est dans la bonne direction. Après, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça nous permettra d'avoir une trajectoire carbone qui nous évite une perte trop importante sur la biodiversité ou tous les événements climatiques que l'on voit? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas suffisant. Mais sachez qu'en Europe, l'Europe est quand même très précurseur là-dessus. Pour être amené à regarder ce qui se fait dans les autres pays, on peut se réjouir de ça et de se dire que la finance en Europe va dans le bon sens. Très bien, merci. Je peux ajouter juste un mot sur la finance. Moi, je voudrais remercier la finance responsable parce qu'en fait, les banques et les investisseurs en fait, commencent à demander des comptes à leurs clients qui en fait sont les industries agroalimentaires, sont les COP agricoles, etc. Et en fait, c'est aussi parce que on appelle ça les parties prenantes des entreprises, parce que ces parties prenantes-là demandent des comptes aux entreprises, qu'elles se sentent obligées aussi de bouger. Parce que malheureusement, toutes les entreprises ne sont pas encore conscientes qu'il faut qu'elles avancent de façon urgente sur les enjeux sociaux et environnementaux. Et le fait que la finance en fait, pousse en disant rendez-nous des comptes, en gros, sinon on ne vous finance pas, ou on vous financera de façon moins intéressante, et en fait, ça nous aide, nous aussi, à avoir des arguments pour faire bouger nos clients. Donc, pour moi, ça a un impact, du coup, puisque ça nous aide, nous, après, à développer des projets. Merci pour cette précision. Avant de passer aux questions du public, je vais vous demander chacune, si vous êtes bien sûr d'accord de partager cette anecdote avec nous, de nous raconter votre mission la plus marquante lors de votre carrière, le cas ou la mission qui vous a le plus plu ou le plus demandé de challenge, enfin celle que vous choisissez de nous raconter. Je ne sais pas qui veut commencer. Si vous voulez, je peux y aller. Moi, je peux peut-être parler d'une mission qui m'a beaucoup plu et qui est de l'animation, en fait, une mission d'animation dans la concertation. Donc, c'était pour un client qui est l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est une agence d'État rattachée au ministère de la Transition. Et donc, le but, donc c'était dans le cadre d'une fabrique prospective, et le but, en fait, c'était d'accompagner avec donc un autre cabinet qui est EY, 4 communes rurales en métropole et aussi en outre-mer pour concevoir leur plan d'action qui est basé sur la nature. Donc, en fait, on a réuni au sein de ces 4 communes rurales des acteurs de tous horizons. Il y avait autour de la table des agriculteurs, des habitants, des acteurs économiques aussi, les maires également des communes. Et le but, en fait, c'était
on leur apportait une méthode et puis de l'animation pour les concerter et savoir qu'est-ce qu'ils voulaient pour leur commune à horizon 2040. Et donc, en fait, leur construire un plan d'action en concertation avec ce qu'ils avaient aussi enfin, ce qui était possible de faire pour eux sur le terrain. Donc, pas apporter des choses totalement hors sol. Donc, ça a été une mission qui a duré 1 an. Et donc, c'était donc pour 4 communes. Et entre les séminaires qu'on animait en fait sur place, on avait aussi des séminaires entre les différentes communes et aussi des acteurs d'État, des ministères notamment, pour faire remonter un petit peu en fait justement les problématiques de terrain sur la mise en œuvre de plans d'action sur la nature. Et puis essayer de faire bouger petit à petit les politiques publiques pour la nature. Donc, ça a été quelque chose, c'était assez concret comme mission et vraiment avec des acteurs de terrain. Donc, c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. Et puis, on s'intéresse aussi, enfin, on comprend un petit peu mieux les priorités aussi des acteurs dans les petites communes qui ont la volonté, en fait, qui sont engagés pour la nature, mais qui peuvent pas forcément mettre ça en haut de la pile de leur dossier. Donc, donc voilà, c'était une mission qui m'a beaucoup plu. Merci. Je ne sais pas si... Donc moi, une mission qui m'a beaucoup plu, c'est une mission que j'ai réalisée quand je suis arrivée chez Goodwill au tout début. C'est on avait une entreprise qui vend du mobilier de seconde main pour les entreprises, qui est venue nous contacter en nous disant on aimerait bien avoir un outil qui nous permet de dire à nos clients quand vous venez meubler vos bureaux chez nous, quel est l'impact que vous évitez en prenant du matériel de seconde main plutôt que l'achat de neuf. Et du coup, j'ai développé un outil. Donc, il y avait toute une approche éco-conception avec analyse de cycle de vie. Du coup, en reprenant vraiment l'étape d'un mobilier entre sa fabrication, son acheminement, son utilisation, sa fin de vie, etc. Et on a pris 2 critères pour traduire cet impact. Donc, l'impact ressources. Donc, quelles sont les ressources évitées qui ont été l'utilisation de ressources évitées et également l'impact carbone évité. Donc, vraiment, on a fait un outil qu'on a ensuite donné aux clients qui, du coup, permet aux clients de dire pour chaque commande qu'ils réalisent auprès d'un client, votre commande est de tant de mobilier. Et du coup, grâce à cette commande, vous avez permis d'éviter tant de kilos de plastique et l'émission de tant de GES, de gaz à effet de serre émis. Et donc, c'était hyper intéressant parce qu'on avait cette partie éco-conception, cet aspect carbone et également, la finalité, c'était vraiment de fournir un outil à nos clients qui permet de les rendre autonomes sur le sujet. Donc, c'était chouette. Merci. Moi, une des missions qui m'a le plus plu, c'était une mission en fait où on nous a demandé une stratégie long terme, une stratégie commerciale. Mais ce qui est drôle, c'est que c'était pour des produits phytosanitaires. Donc en fait, un client qui est venu et qui disait voilà, je veux savoir dans 10 ans qu'est-ce que je peux vendre en fait dans 10 ans. Et notamment aussi, c'était l'année où l'État allait obliger en fait les entreprises à choisir entre les clients du coup de ce fabricant de produits phytosanitaires, leurs clients allaient devoir choisir est-ce qu'ils faisaient du conseil pour les agriculteurs ou est-ce qu'ils faisaient de la vente en produits phytosanitaires. Donc maintenant, vous n'avez plus le droit, ça paraît logique, mais vous n'avez plus le droit de conseiller en disant vous devez utiliser tel produit et de le vendre par la suite, parce que du coup, vous n'êtes pas indépendant entre conseil et vente. Et donc, le client disait moi, j'aimerais savoir comment ça va impacter mon business à horizon 10 ans. Et en fait, toute la mission, ça a été de lui prouver via une étude très poussée, en fait, par A plus B, une étude de marché, qu'en fait, s'il faisait rien, s'il continuait à vendre ses produits, etc., en fait, lui-même, en fait, allait disparaître parce que les produits allaient être interdits, parce que en fait, les gens ne voulaient plus acheter des produits, parce que le bio montait, etc. Et en fait, de pouvoir lui démontrer, et c'est ça que j'avais trouvé intéressant, c'est en fait, d'un point de vue économique, lui démontrer qu'en fait, il n'était pas responsable tout court. Et donc, en fait, quand un directeur commercial de produits phytosanitaires vous dit OK, on va investir dans les nouvelles technologies, l'agriculture de précision, tout ce qui va être les solutions alternatives aux produits phytosanitaires. Voilà, on va investir dedans parce qu'en fait, si on fait rien, on disparaît. Et en fait, c'est le sens de l'histoire. Là, on parlait d'impact. Pour moi, du coup, c'était gagné, quoi. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est une mission encore en cours pour Carrefour.
On les accompagne avec le WWF à essayer d'élaborer une stratégie fondée sur, on appelle ça une stratégie SBTN, Science-Based Targets for Nature. Le but de faire ça, c'est d'avoir une stratégie pour Carrefour qui soit en ligne avec les limites planétaires et qui donc limite l'impact de Carrefour sur l'érosion du vivant et permette la restauration des ressources. C'est hyper compliqué parce que Carrefour, c'est un groupe mondialisé avec plein de filiales, plein d'activités différentes. C'est super intéressant d'avoir le WWF avec nous qui nous encourage à challenger Carrefour le plus possible. La méthodologie qu'on suit, c'est vraiment d'abord comprendre le groupe, faire l'état des lieux de ses impacts sur toutes les chaînes de valeur que ça implique, que la commercialisation des produits par Carrefour implique. Et ensuite de se dire sur les produits les plus impactants, quel est l'état de la nature sur toutes les chaînes de valeur amont. Donc, par exemple, Carrefour commercialise du bœuf en France. Le bœuf en France, il pâture principalement en France et il est nourri à partir de rations qui peuvent être importées, notamment du Brésil, et de se dire sur toute la chaîne de valeur du bœuf, à quel point est-ce que la culture du bœuf vient mettre en danger les écosystèmes de manière localisée. Et de se dire ensuite, donc on en est là aujourd'hui sur travailler à désagréger les principales chaînes de valeur des produits commercialisés par Carrefour et de chercher à comparer les pressions émises et l'état de la nature à chaque fois qu'il y a une pression. Et l'idée, c'est que on réussisse à identifier à chaque fois que la pression émise sur l'environnement fait passer l'écosystème d'un état stable à un état instable parce que surexploité. Et bien sûr, ça se fait par bout parce que Carrefour, c'est un énorme groupe, donc on ne peut pas tout faire d'un coup. On adresse les produits un par un, les familles de produits. Et l'enjeu, après, ce sera pour Carrefour de prendre des objectifs qui répondent à tous les warnings qu'on aura mis en disant là, vous exploitez un écosystème au-delà de sa capacité, là aussi. Donc la stratégie, la méthode de la stratégie SBTN exige de vous que vous preniez des engagements sur tous ces endroits-là. Et ça qui est intéressant de se dire que Carrefour est impliqué dans ce type de stratégie, c'est que entre guillemets, ils n'ont pas le choix. Une fois qu'on leur aura donné les résultats de on a tel et tel impact qui sont plus forts, etc. Ils seront obligés par le cadre méthodologique, s'ils veulent poursuivre et dire qu'ils ont fait une stratégie en lien avec les limites planétaires, ils devront s'engager sur ces choses-là. Et donc, c'est vraiment une mission compliquée avec énormément de données, d'interlocuteurs, des grosses équipes, le VVF à bord, etc. Mais on continue à le faire parce qu'on se dit que si on arrive à avoir des conclusions sur ce sujet-là, ce sera un gros apprentissage pour l'entreprise. Merci. Rapidement, alors de mon côté, une mission longue on a fêté les 2 ans d'accompagnement de cet acteur bancaire. Voilà. Mais l'intérêt d'avoir une mission longue, justement, et on le voit avec le recul, c'est de voir justement l'évolution de cet acteur. Je suis présent avec un dispositif pour accompagner donc c'est une banque privée, filiale d'un grand groupe hollandais. On les accompagne sur toutes les réglementations finances durables. Donc, on a 7 chantiers qui couvrent ces 7 réglementations. L'intérêt, c'est que ça nous permet de travailler avec tous les départements, que ce soit les départements investissement, juridique, conformité, marketing, produits et solutions, et puis bien sûr les forces commerciales, les banquiers, les conseillers, les départements risques et finances, bien entendu. Donc, ça donne une vision globale de l'ensemble des acteurs sur ces sujets. Et en fait, on voit le train qui avance au fur et à mesure. Donc, ça fait lien un petit peu dans ce que je disais tout à l'heure. Mais il y a 2 ans, toutes les réglementations n'étaient pas matures, ou en tout cas n'étaient qu'au début. Et donc, on voit les évolutions, on voit la prise en compte des problématiques environnementales et sociales.
On voit l'adaptation de l'offre de produits et services d'une banque. On voit son évolution en termes de communication. On voit les évolutions des clients, l'appétence des clients qui commence à être grandissante sur ces sujets. Donc, c'est toujours, moi, je trouve super intéressant de voir les choses dans la durée. Et puis, à chaque fois, voilà, on adresse des pans supplémentaires. Et donc, c'est un acteur qui, au fur et à mesure, a mis l'accent en termes de communication et de stratégie sur l'ESG. Donc, voilà, moi, je suis très content également de les accompagner là-dessus et de voir leur évolution. Merci pour ce partage. On va maintenant passer aux questions du public. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je peux me déplacer pour vous ramener un micro. Mais ah, parfait. Bah, peut-être. Ouais, peut-être- Ah, putain, je fais le- Alors, tout d'abord, bonjour et merci pour cette présentation, parce que c'est quelque chose que j'attendais et qui est particulièrement intéressant. Donc, moi, je suis Arthur Petit, donc je suis en troisième année en EGE et j'ai choisi l'option finance durable. Donc, j'ai une question pour vous, Cédric Renaud, plus particulièrement. Donc, si j'ai bien compris, donc, dans l'équipe finance durable, est-ce que vous avez en fait des objectifs de décarbonation avant en fait que vos clients vous les adressent? Enfin, la question peut-être pas assez précise. Est-ce que ce sont vos clients qui vous adressent donc leurs propres objectifs de décarbonation, ou est-ce que vous-même vous avez déjà des objectifs en tête en vous disant OK, on va essayer d'adresser en fait toutes les solutions pour répondre à 1.5? Alors, non, moi, je n'ai pas d'objectif. L'objectif, c'est celui que l'entreprise s'est fixé. Alors, moi, je ne suis pas expert, je ne suis pas ingénieur de base et je ne serais pas en mesure d'aider un acteur de manière extrêmement technique sur la définition de cette trajectoire. Il y a des cabinets qui le font beaucoup mieux que nous. Nous, on va pouvoir les aider, par exemple, sur le fait qu'on va leur dire vous avez une réglementation qui va vous obliger à communiquer sur ces sujets-là. Vous allez avoir un format spécifique à suivre. Vous allez devoir vous assurer que cette stratégie, elle est bien cascadée sur l'ensemble de vos départements. Donc, typiquement, pour une très grande banque rouge et noir qui fixe une stratégie net zéro à 2050. Donc, ça, c'est fixé au niveau du top management. Et ensuite, ça doit être cascadé au niveau de toutes les équipes et ça doit faire l'objet de reporting. Donc, c'est là où nous, on peut aider. C'est-à-dire qu'une fois que les objectifs sont définis pour chacun des départements, eh ben, il va falloir que l'on voit tous ces départements et voir comment ça peut être reflété. Et puis ensuite, donc là, on est sur la partie descendante et après, il y a la partie remontée. Et donc, là, on peut avoir des outils spécifiques, mais nous, on va les aider sur la structuration de cette donnée, la manière de la retranscrire de façon parlante pour des investisseurs et bien entendu dans le respect de la réglementation. Donc, nous, on va être plutôt facilitateur, mais on ne va pas être calculateur. On n'a pas la compétence extrêmement technique sur ce sujet. Et on a parlé tout à l'heure, il y a des standards internationaux qui existent, ça bouge. Mais les grandes banques, elles vont plutôt nous solliciter un petit peu en amont de ces éléments-là. Ça peut être aussi avec des très grands cabinets de strat qui regardent ça. Mais il faut avoir bien en tête que sur des grands établissements financiers, une fois que vous avez une décision, alors déjà, il faut que la décision soit prise tout en haut. Et ensuite, il faut qu'elle soit reflétée dans tous les départements, dans tous les pays d'une banque, en l'occurrence. Et ça, c'est énorme. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et ça implique des décisions stratégiques extrêmement importantes. On a parlé tout à l'heure d'un acteur de l'énergie. Typiquement, lorsque vous fixez une trajectoire 1,5 ou 2 degrés, concrètement, un acteur dont on vient de parler tout à l'heure, donc sans le nommer, Total Energy, ça implique pour une très grande banque d'avoir une discussion et un engagement fort avec cette contrepartie
pour s'assurer qu'elle va, entre guillemets, elle ne va pas alors, polluer, c'est peut-être pas le bon terme, mais elle ne va pas vous impacter de manière trop négative sur le CO2 qui est financé. Parce que les trajectoires carbone, c'est ça. C'est je fais un crédit auprès de contrepartie, j'agrège finalement et je pondère les crédits que je fais à cette contrepartie et j'encaisse le carbone dans mon bilan. Et de grands établissements ont des objectifs de décarbonation du bilan ou en tout cas de verdification du bilan. Donc, ça peut passer par des engagements et une discussion avec les acteurs les plus pollueurs, notamment dans le cadre de l'énergie, de l'immobilier, de la construction. Mais c'est également sur le volet investissement, c'est-à-dire qu'une très grande banque, pareil, elle va aussi piloter ses investissements, soit en nom propre, soit pour le compte de clientèle, en drivant ces investissements vers les activités les plus durables. Donc ça, c'est vraiment les deux leviers, investissement, crédit. Et lorsqu'on est sur une stratégie 1.5 ou 2.0, là, je vous ai listé un petit peu tous les leviers. Et puis derrière, vous allez avoir le moteur de calcul qui va être la base de tout ça. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, c'est établi scientifiquement que la croissance verte, ça n'existe pas et que c'est impossible. Est-ce que vous évoluez toujours et vous travaillez toujours dans ce paradigme-là avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez? Autrement dit, est-ce que, en tant que conseiller, vous leur conseillez de produire moins ou même d'arrêter leur activité? En sachant que, encore une fois, la communauté scientifique s'accorde à dire qu'à un moment donné, bah, faut se poser ces questions-là. Oui, on leur dit que, par exemple, pour un autre acteur du bâtiment que celui sur lequel on a fait les calculs, simplement continuer à artificialiser des terres qui sont non artificialisées aujourd'hui, bah, c'est pas en adéquation avec les limites planétaires. En fait, c'est bête et méchant, hein, mais euh, quelque part, ils font appel à nous, ce type de structure, pour qu'on porte ce message en disant très simplement ce qui doit l'être. Et après, c'est des réflexions. Nous, on leur dit, ben voilà, en fait, quand on est un acteur du bâtiment, on sait qu'on a besoin quand même d'avoir des nouveaux logements et enfin, de continuer à construire parce qu'on est en croissance démographique, etc. Comment on fait? Eh ben, il y a tout un tas de bâtis non utilisés ou qu'on pourrait rénover. Donc, ben, stratégiquement parlant, ce serait d'aller vers plus de réhabilitation et moins de construction neuve. Et c'est hyper simple comme message, quoi. Donc, ça, oui, on le porte. Et après, la question qui vient, c'est bah, comment je fais? Est-ce que quand je réhabilite, il faut que je réhabilite plutôt avec du béton ou plutôt avec du bois? Est-ce que combien ça va me coûter en plus? Qu'est-ce qu'il faut que je négocie avec mon comité de direction pour porter ce type de projet et progressivement faire monter le chiffre d'affaires de l'entreprise de la réhabilitation, enfin, de la nouvelle construction vers la réhabilitation? Et ça, c'est des questions opérationnelles dans lesquelles on peut rentrer aussi une fois qu'on est d'accord sur le constat et le changement à enclencher. Mais c'est hyper spécifique à chaque client et société de conseil aussi, hein. Alors, j'espère qu'aucun cabinet de conseil en développement durable ne parlera encore de croissance verte, parce que, vu les limites planétaires, etc., qu'on dépasse de plus en plus vite, je pense qu'aucun cabinet de conseil en développement durable, tout le monde est lucide là-dessus. Après, en effet, on a des impacts sur les business models des entreprises, c'est-à-dire en effet de réduire une activité, de développer une nouvelle activité qui est moins polluante, etc. Ça, c'est des recommandations qu'on fait très régulièrement. Donc après, c'est la responsabilité de l'entreprise de choisir si elle veut ou pas faire ce virage stratégique. Et après, nous, en fait, quand on leur dit typiquement, bah, il faut arrêter de faire ci ou faut arrêter de faire ça, ils nous disent, bah oui, mais nos clients achètent. Donc, les consommateurs achètent. Donc, c'est aussi de se dire, bah, OK, donc en fait, comment est-ce qu'on va aussi travailler sur les autres parties prenantes de l'entreprise, qu'elles soient amont ou aval, pour que tout le monde, en fait, change ses pratiques. Et donc, chez Greenflex, on a toute une équipe qui travaille justement sur la consommation responsable.
Et du coup, comment est-ce qu'on travaille sur la pub pour que les gens en fait changent leurs moyens de consommation. Après, il y a tous les leviers réglementaires. Comment est-ce qu'on peut augmenter les prix des biens qui ont un impact, par exemple, sur l'environnement plus important, etc. Donc, en fait, il faut prendre l'aspect il faut avoir la vision de l'ensemble de la chaîne de valeur pour faire changer. Parce que sinon, un acteur tout seul nous dira toujours, tout seul, là, ce que vous me demandez, je ne peux pas le faire. Si j'arrête mon activité, il y a 500 personnes au chômage, 500 familles qui n'ont plus de revenus, je ne peux pas. Donc voilà, c'est là de se dire tout le monde doit changer en même temps et c'est comme ça qu'on fera avancer les choses. Nous, du coup, on a une partie avec la triple empreinte où justement on dit aux entreprises, actuellement, vous êtes rentable parce qu'en fait, vous payez juste vos matières premières. Mais si vous deviez payer l'impact que ça a sur l'environnement, en fait, vous seriez plus rentable parce que le coût que ça a sur l'environnement, vous n'êtes pas capable de le payer. Donc, c'est un peu ça, nous, le premier moment de déclic en disant, là, c'est bien parce que vos ressources, elles sont gratuites. Les émissions que vous émettez dans l'air, ça ne vous coûte rien. Et du coup, c'est ça, on essaie vraiment d'abord de leur faire prendre conscience en leur disant, si vous deviez payer l'impact que vous avez sur notre planète, vous ne seriez plus rentable. Et après, en effet, on a quelques entreprises qui nous disent dans 10 ans, est-ce que mon business marchera encore? Et du coup, on les accompagne sur est-ce que oui, non, et sinon, comment se rediriger pour trouver une autre activité. Bonjour. Donc, moi, je me posais la question parce que j'ai vu que vous avez beaucoup parlé de quantification des impacts sociaux, environnementaux sur des projets avec des entreprises avec lesquelles vous travaillez. Donc, vous avez parlé aussi d'intégrer, par exemple, dans les bilans comptables ces impacts ou aussi tout simplement les chiffrer, ce qui est très compliqué aujourd'hui. Et moi, ma question, c'était de savoir, est-ce que vous pensez qu'à terme, idéalement moyen terme, ça pourrait être, par exemple, traité et généralisé de la même façon que les émissions carbone par l'État avec un système de taxes ou de bonus, ou si pour vous, ça, c'est quand même quelque chose qui est encore loin d'être envisageable? Sur la partie environnementale, du coup, il y a le carbone qu'on sait bien mesurer à l'heure actuelle. On sait le financiariser assez facilement avec le coût social du carbone, notamment. Pour la biodiversité, il y a différents outils. Il y a quand même le GBS là, qui commence à se démarquer davantage et qui prend qui est le plus en vogue, on va dire. Mais il y a plein d'autres impacts qui sont plus durs à quantifier, notamment l'impact sur la pollution de l'eau, l'eutrophisation de l'eau, les consommations d'eau. Du coup, il y a encore pas mal, à mon avis, de recherches à faire pour réussir déjà à trouver des méthodes qui sont efficaces et qui sont facilement implémentables déjà. Et après, avoir vraiment une seule méthode qui va être partagée par tous, parce que notamment, quand je vous expliquais qu'on voulait mettre nous ça dans les bilans comptables, en fait, il y a plein de méthodes qui existent déjà. Il y a notamment la méthode CARE qui est portée notamment par un professeur de l'agro. Donc, il y a vraiment différentes méthodes. Du coup, il y a déjà un premier travail qui va être de trouver les bons outils et après réussir à faire en sorte qu'il n'y en ait qu'un seul et qu'il soit partagé par tous. Donc, il reste encore du boulot, mais en effet, il y a de plus en plus d'outils qui sont développés. Donc, on va peut-être y arriver. Et en partie aussi, quand même, les entreprises ont déjà des obligations de déclaration. On parlait de la DPE, donc c'est les déclarations de performance extra-financière. Donc en fait, elles sont déjà dans une obligation de communiquer des indicateurs. Donc c'est un début parce que tout n'est pas obligatoire, alors que les chiffres comptables le sont. Mais voilà, il y a déjà les grandes entreprises sont déjà soumises en fait à la communication de données et du coup de l'évolution de ces indicateurs dans le temps. Oui, et justement, pour faire le lien avec ça, la réglementation va évoluer. Donc, en 2025, sur les comptes 2024, vous allez avoir une nouvelle réglementation européenne qui va imposer aux grandes entreprises, alors on démarre par les grandes et puis au fur et à mesure, on va réduire la taille, mais de discloser tout un certain nombre d'indicateurs. Donc, on passe maintenant à, il y a je crois, 1000 data points qui devront être publiés. Donc, on est à 1000 indicateurs qui vont permettre d'arriver à donner quelque chose de quantitatif sur justement la prise en compte des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Donc, on y arrive, mais ça, c'est un process qui est extrêmement long. Et ça, justement, je voudrais faire le lien avec la question juste avant. Vous parlez de croissance qui n'est pas possible, croissance verte. Voilà. Moi, sur le fond, je suis tout à fait d'accord, mais regardez quand même ce qui se passe au niveau de la COP27. On se rend compte qu'aucun pays n'est capable de se mettre d'accord sur ces sujets-là. Donc, ce n'est pas si obvious que ça. On ne peut pas dire, voilà, on ne fait plus de croissance si on veut que ça reste vert. Et je pense qu'il y a un problème de prise de conscience et pour l'instant, personne n'est prêt. Très honnêtement, si même nos grands responsables nationaux ne peuvent pas se mettre d'accord là-dessus, on voit bien qu'il manque un driver là-dessus.
Donc, l'Europe essaye tant bien que mal d'insuffler quelque chose, notamment avec le volet réglementaire et puis sur le volet communication, parce que ça a très bien été dit, c'est-à-dire qu'une entreprise, elle va essayer de communiquer là-dessus, mais elle ne peut pas non plus se priver d'un marché parce que nous tous, on achète ce genre de produit. Donc, il faut à mon sens, qu'il y ait vraiment une impulsion qui soit nationale, qui soit publique, qui va donner un élan avec un certain nombre de réglementations. Et puis ensuite, tout le monde va suivre. Mais c'est un process qui est lent et beaucoup trop long à l'échelle de notre planète. Et il ne faut pas l'oublier. Franchement, moi, je suis dubitatif sur ces nombreux scopes qui s'enchaînent et sur lesquels on voit les résultats extrêmement faibles. On voit aussi les grands pays, les continents qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des normes internationales justement en lien avec l'environnement ou avec le social. Donc tout ça fait que on est encore très loin d'arriver à quelque chose d'acceptable pour la planète, mais ayez-le bien en tête, c'est loin d'être facile. Et nous, à notre tout petit niveau, on répond à des demandes de clients, parce qu'on est sur la partie consulting, donc on répond à des demandes de clients où on met en place un certain nombre de réglementations. On est là pour aider les acteurs, mais on n'est pas le gouvernement français, on ne peut pas imposer des choses comme ça. Donc ça se joue avant tout dans les instances nationales, européennes et internationales. Bonjour. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui atteste aujourd'hui de la bonne volonté des cabinets de conseil verts? Parce que du coup, on n'a pas la législation qui est derrière, il y a il y a le minimum. Et qu'est-ce qui empêcherait un cabinet de faire donc juste le minimum légal et de contribuer justement à verdir des entreprises, des grandes entreprises, en les conseillant juste avec le minimum légal, quoi. En fait, les entreprises, elles viennent pas nous chercher, pour tout ce qui est réglementation courante, on va dire, en fait, elles viennent pas nous chercher. Elles utilisent des cabinets directement qui sont spécialisés sur les réglementations. Typiquement, vous avez une usine en France, il y a plein de réglementations autour de la pollution. Elles viennent pas chercher un cabinet de conseil en développement durable pour gérer en fait la mise aux normes. Ils viennent nous voir justement quand ils veulent aller au-delà. Donc nous, on n'est pas justement, on ne peut pas certifier que l'entreprise respecte bien la réglementation. Donc là, sauf sur la partie finance où c'est ton travail traité de façon spécifique. Mais globalement, sinon, nous, on n'est pas là pour dire vous respectez le niveau réglementaire parce qu'en fait, ils doivent. Enfin, c'est pas, on n'a pas à leur dire qu'ils doivent le faire. C'est la loi, c'est comme ça. Nous, on vient sur justement comment ils peuvent devancer la loi, soit en prenant de l'avance sur des lois qui vont sortir, soit juste en fait en prenant leurs responsabilités, on va dire morales, et du coup d'aller plus loin. Voilà. Oui, justement, mais qu'est-ce qui fait que vous allez, on peut prouver que vous allez au-delà que vous devancez la loi? Et en quelle mesure? Alors du coup, soit parce qu'on peut mesurer les impacts de nos projets, par exemple, qui ne sont pas en soi des obligations. Et après, en fait, alors c'est un peu triste à dire, mais malheureusement, en fait, la loi, elle n'est pas très contraignante. Donc en fait, tout ce qu'on fait de plus est déjà de base beaucoup mieux que la réglementation. Après, la question, est-ce qu'on peut faire du greenwashing? Je ne sais pas si c'est un peu ça la question, au passage. En fait, ma question, c'était surtout, c'est... Est-ce qu'on Comment pourrait... est-ce qu'on peut attester de votre bonne volonté et du fait que oui, vous faites une étude vraiment complète qui prend tout en compte, parce qu'on n'a pas, il n'y a pas d'outils, du coup, si j'ai bien compris, qui attestent pas d'outils communs qui attestent du carbone, de la biodiversité, du social. Oui. En fait, nous, on va faire un travail en posant le périmètre qu'on décide avec le client, etc. Le résultat de l'étude, il peut être publié soit par nous, soit par l'entreprise. Voilà. Et là, c'est à chacun de se faire son avis sur est-ce que c'est suffisamment robuste, est-ce qu'on traite le sujet comme il devrait être traité. Enfin, il n'y a pas... c'est marrant, on en revient à la discussion de la différence entre l'audit et le conseil. Il n'y a pas d'audit fait sur les missions de conseil en disant est-ce que tu as bien
vérifier toutes les conditions. Enfin, il y a pas ça sur les missions de conseil. Et la question, c'est vraiment de réfléchir au problème à chaque fois quand tu vois une étude, mais c'est pareil quand tu lis un article scientifique, quand tu regardes un article de journal. Est-ce qu'il a bien posé le bon périmètre par rapport au problème qu'il cherche à adresser? Et c'est toujours ça. Du coup, c'est un exercice d'esprit critique à faire à chaque fois. Mais les choses sont en train d'un petit peu de changer, hein. Je reviens toujours sur cette réglementation qui va s'appliquer à partir de 2025. Donc, toutes les grandes entreprises, vous le savez, hein, les comptes financiers sont revus par des auditeurs indépendants. Ils signent de leur sang, ils sont des experts, ils peuvent être traduits en justice et payer des amendes extrêmement fortes. On a même vu des cabinets qui sont tombés hein, si jamais leurs vérifications sont mauvaises. Là, on est sur la partie financière. Et dorénavant, ce qui est nouveau, c'est au niveau européen, il y aura également cette imposition de vérification par des experts indépendants de toute la partie extra-financière et incluant la partie la plus importante, qui est l'empreinte carbone, scope 1, 2 et 3 dans le futur, qui est, on va dire, le marqueur le plus commun pour l'ensemble des entreprises, qu'elles soient financières et non financières. Et j'ajouterais par rapport à votre question que sur le secteur financier, on est sur un secteur extrêmement régulé. Donc nous, en tant que cabinet de conseil, si on leur conseille des choses qui ne sont pas en ligne avec la réglementation, très vite, hein, ils vont le voir que ça ne va pas. Ils peuvent bien entendu se retourner contre nous d'un point de vue contractuel. Enfin, c'est tout à fait possible de leur côté. Et on a une image hein, pour tout cabinet à tenir dans la durée. Donc, on n'a absolument aucun intérêt à être borderline. Je dirais même l'inverse, qu'on est plutôt… Enfin, moi, je le remarque, hein, on est plutôt mieux-disant et c'est charge au client de trouver le bon compromis qui l'arrange. Mais nous, on a souvent, hein, enfin, je parle au nom de tous, une approche prudente et où en tout cas, on lui laissera le choix d'aller vers quelque chose qui lui aille mieux. Mais encore une fois, le secteur financier, là, je presse pour ma paroisse, c'est quelque chose d'extrêmement régulier avec des contrôles extrêmement fréquents. Des amendes, vous lisez la presse, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est aussi ça qui fait avancer les choses, parce que la réglementation, il y a plusieurs interprétations possibles. Vous avez des acteurs qui font exprès de ne pas bien interpréter, d'autres qui l'ont mal interprété par méconnaissance, par défaut. Mais ayez en tête que les cabinets de conseil ne sont pas là, on n'est pas des cabinets de stratégie pour essayer de les influer, pour tromper le consommateur, tromper le régulateur, tromper qui vous pensez. On travaille tous vraiment de bonne foi et pour que on ait une activité pérenne. Merci beaucoup pour ces réponses claires et précises. Malheureusement, notre temps ensemble est terminé, donc on touche à la fin de cette table ronde. Donc, je souhaitais à nouveau vous remercier d'être intervenu aujourd'hui à AgroParisTech. Et merci aussi au public d'être présent malgré l'heure du midi, quoi. Merci.